bienvenue sur votre web TV de Civisme et Développement. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis ici dans l'enceinte de l'IAM par le professeur Djibi Diakhaté, sociologue et directeur de l'école doctorale de l'IAM, pour discuter d'un sujet qui fait tache d'huile sur le plan international, notamment l'affaire posée par les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Charlie Hebdo et de toutes ces conséquences qu'elle a engendrées dans le monde musulman. Donc, nous allons aller vite en besogne pour donner la parole au professeur. Alors, merci bien. Je voudrais commencer par féliciter votre structure pour le travail important que vous êtes en train d'abattre dans le but de développer le civisme. Et vous considérez que le civisme constitue le premier socle du développement. Je crois que c'est important, cette philosophie-là que vous êtes en train de développer, considérer qu'on ne peut pas faire le développement si on ne s'appuie pas sur des valeurs fortes, et notamment des valeurs de civisme, de patriotisme. C'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer dans le monde nous montre que nous avons besoin de ces valeurs. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'un espace de plus en plus mondialisé où les différentes constituantes sont obligées aujourd'hui d'être interconnectées. Aujourd'hui, il n'y a plus possibilité pour une société, pour une communauté, pour un groupe de s'enfermer sur lui-même, parce que le monde est configuré de telle sorte qu'on est obligé d'entretenir des relations les uns avec les autres. Alors, sous ce rapport-là, la question que l'on doit se poser, c'est comment établir ces rapports, comment vivre en paix malgré notre diversité. Je crois que pour répondre à cette question, il faut mettre au centre du débat la notion de respect et la notion de tolérance. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes des entités différentes, nous sommes des groupes différents, nous avons des trajectoires différentes, nous avons des patrimoines culturels différents, nous avons des niveaux de développement économique différents, nous avons des niveaux de formation différents, nous avons des perceptions du monde différentes. Mais pour pouvoir vivre en paix, il faut que les uns et les autres se respectent. Et c'est pourquoi Amadou Hampâté-Bâ affirmait quelque part que ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Alors nous avons des couleurs différentes, mais des couleurs qui peuvent coexister en harmonie. Mais pour coexister en harmonie, pour pouvoir produire cette mélodie, cette musicalité dans une coexistence dans la diversité, il faut que les uns et les autres se reconnaissent et se respectent. C'est-à-dire donc que ce principe-là a été bafoué avec les caricatures de Charlie Hebdo. Et il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des déviances de ce genre. Des gens qui se lèvent et qui se moquent de croyances, de pratiques, de valeurs des autres. Et il ne faut pas oublier que pendant la période de la pratique de l'esclavage, on a considéré que les négro-africains étaient des sauvages. Ça, c'est une caricature. Et cette caricature a conduit à une monstrueuse pratique historique que l'on a appelée l'esclavage. Après, il y a eu la colonisation qui a considéré aussi que les négro-africains n'ont pas de civilisation. Là aussi, c'était une forme de caricature qui a conduit aussi à des pratiques désastreuses, c'est-à-dire l'exploitation économique et culturelle des colonies. Et aujourd'hui, on voit effectivement que dans un pays qui a excellé du point de vue des Lumières, du point de vue de l'existence de grands intellectuels qui ont écrit sur l'humanisme, sur le respect d'autrui, c'est-à-dire la France, dans ce pays-là, on a accepté l'existence d'un journal composé de personnes qui se déclarent athées, mais qui s'attaquent à la foi des autres. Je crois que ça, c'est remettre en cause un principe essentiel, qui est le principe de respect, qui est le principe de tolérance. Donc, ce qu'il faut dire dans cette affaire-là, c'est simplement que dans le fonctionnement de l'univers, on a besoin de valeurs fortes que constitue essentiellement le respect et la tolérance. Cette valeur-là n'a pas été respectée par un segment, cette valeur n'a pas été respectée par des communicateurs, et notamment Charlie Hebdo, qui a blasphémé, qui a caricaturé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète de musulmans, de milliards d'individus qui croient en une religion et que l'on doit respecter. Maintenant, il ne faut pas faire dans la confusion. Parce que la confusion a consisté à dire que les musulmans sont des violents. Alors qu'au fond, les gens ne sont pas interrogés sur la source de la violence. La violence, elle n'est pas que physique. Je crois qu'on a pu le dire dans un de nos entretiens, qu'il existe plusieurs types de violence. Qu'il y a une violence verbale, qu'il y a une violence symbolique, qu'il y a une violence physique. Donc il existe plusieurs types de violence. Et la violence physique
qui s'est exprimé en termes de réplique a été occasionné par un autre type de violence. Cette fois-ci, c'est la provocation qui a été faite par les caricaturistes de Charlie Hebdo et qui ont caricaturé, qui se sont moqués, qui ont blasphémé, qui ont attaqué, qui ont vexé, donc qui ont fait dans l'exagération. Et cette exagération n'a pas été punie, on a plutôt puni la réplique, on a puni la réponse, alors que toute réponse suppose au départ une interpellation, et il faut dire que l'interpellation ici est une interpellation mauvaise, maladive, maladroite, qui a été faite par Charlie Hebdo, et donc il faut rappeler simplement que les uns et les autres doivent revenir à des principes et à des valeurs. Donc, professeur, est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, peut-on tout se permettre? Non, alors la liberté d'expression doit être organisée. Parce qu'en réalité, on devrait avoir la même attitude que Emmanuel Kant, agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. C'est-à-dire que ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je ne dois pas le faire à autrui. C'est aussi simple que ça. Donc, la liberté d'expression ne doit pas verser dans le libertinage, qui consiste à dire ce qu'on veut, qui consiste à penser ce qu'on veut, et qui consiste à édulcorer les pratiques, les représentations, les croyances des autres, à s'attaquer aux autres et à dire que tout ça, je le fais sous le label, sous le sceau de la liberté d'expression. Je crois que c'est mal comprendre le sens de la liberté d'expression. Alors, nous vivons en communauté, nous vivons en société. Il y a une émission de RFI qui est intitulée 7 milliards de voisins, qui montre que dans le monde aujourd'hui, tout le monde est voisin. Donc, nous constituons un grand globe, nous constituons une grande communauté, une grande société. Maintenant, pour que cette société soit viable, il faut qu'on se respecte. Donc, considérer que la liberté d'expression, c'est dire ce qu'on veut, et notamment dire ce qu'on veut de certaines minorités dans certains pays, c'est provoquer des dérapages, c'est provoquer des discordes, c'est aller à la limite dans le sens de la dissolution du corps social. Or, il ne s'agit pas aujourd'hui de dissoudre le corps social, il faut le renforcer. Et nous avons, franchement, cette liberté d'expression devrait aller vers d'autres thématiques qui peuvent développer le monde. Aujourd'hui, il y a la misère, aujourd'hui, il y a la pauvreté, aujourd'hui, il y a des maladies comme Ebola, etc. Je crois que parler de ces choses qui permettent au monde d'évoluer est beaucoup plus bénéfique que de s'attaquer à la croyance et à la foi des autres. Donc, liberté d'expression, ça ne signifie pas libertinage, ça signifie responsabilité. Toute liberté doit être accompagnée de la notion de responsabilité. Je suis libre, mais je dois être responsable, parce que je ne dois pas utiliser cette responsabilité, cette liberté, dans le sens d'attenter à la croyance des autres et à l'identité des autres. Donc, professeur, qu'est-ce qui peut expliquer cette vague d'islamophobie notée un peu partout en Occident? De quoi ont-ils peur? Bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde, après 1945, a été articulé autour de deux grands axes, de deux grands pôles. Nous avions le pôle de l'Est avec l'Union soviétique et le pôle de l'Ouest avec les États-Unis, avec deux idéologies différentes. Le pôle de l'Est, c'était le communisme, le socialisme. Le pôle de l'Ouest, c'est le capitalisme, le libéralisme avec les États-Unis. Donc ces deux pôles se sont regardés en chien de faïence de 1945 à 1989. Durant cette période-là, on a même parlé de guerre froide. C'est-à-dire donc c'est deux groupes d'idéologies qui ne s'entendaient pas, qui ne s'acceptaient pas, qui ne se toléraient pas. En 1989, ce qui s'est passé, c'est que Gorbatchev est arrivé au pouvoir et on a commencé à pratiquer la perestroïka et la glasnost en Union soviétique, ce qui a conduit progressivement à la disposition du modèle communiste et du modèle socialiste. Alors, ce qui fait qu'à partir de 1989, le monde est piloté par les États-Unis, du point de vue de l'idéologie dominante. Tant et si bien d'ailleurs qu'on a eu trois grands penseurs dans les années 89-90 qui sont des Américains. Marshall McLuhan qui parle du monde comme village planétaire, Samuel Huntington qui parle du choc des civilisations et Francis Fukuyama qui parle de la fin de l'histoire. Alors tous ces auteurs considèrent qu'aujourd'hui, il y avait un combat entre le communisme et le libéralisme, et le combat a été gagné par le libéralisme. Donc aujourd'hui, les Américains dominent le monde. We are the world, nous sommes le monde, nous dominons le monde. Alors, cette prétention gendarmique et impérialiste des États-Unis a commencé à être remise en cause lorsque les Américains se sont rendus compte que le communisme est mort, mais il y a un nouvel ennemi qui est en train de germer. Et ils ont considéré que ce nouvel ennemi, c'est l'islam. Donc il faut combattre l'islam. Alors on a dit à Samuel Huntington, comment faire pour combattre l'islam? Il dit, il faut passer par les musulmans pour combattre les musulmans, mais aussi
il faut diaboliser cette religion. Donc montrer que l'islam signifie la violence, l'islam signifie la mort, ça signifie la torture, ça signifie le terrorisme. Donc faire en sorte que tout ce qui est mauvais soit mis sous le sceau et sous le label de l'islam. Donc c'est clair, aujourd'hui il y a un combat qui est mené et ce combat consiste à fragiliser l'islam en montrant de l'intérieur que c'est une religion de violence. On a vu quelque part dans le monde une prière de musulmans dirigée par une femme. C'est une façon de dire évidemment que cette religion accepte tout. On essaie de montrer que c'est une religion qui tue. Et on montre évidemment des gens qui ont été exécutés au nom de la charia. On dit que c'est une religion qui ampute. Et on a montré des gens qui ont été amputés au nom de la charia. Donc c'est une religion essentiellement faite de violence. Donc c'est de bonne guerre aujourd'hui dans le monde. Nous avons un modèle, le modèle libéral, le modèle capitaliste, qui veut se positionner comme maître du monde et qui considère que la meilleure façon de le faire, c'est d'éliminer tous les ennemis. Et l'ennemi le plus coriace aujourd'hui pour le modèle libéral, c'est l'islam. Donc il faut le combattre à tous les prix. Il faut l'abattre. Donc, professeur, est-ce que la France ne doit-elle pas se ressaisir pour mettre fin à la crise? Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes mêlés, nous sommes liés par l'histoire, n'est-ce pas, entre ancienne colonie et ancienne métropole, n'est-ce pas? Et puis, comme vous le dites, le monde est un voisinage, donc personne n'a intérêt à ce que cette crise perdure entre le monde islamique et l'Occident. Donc la France n'a-t-elle pas aujourd'hui l'obligation de se ressaisir? Tout à fait. Alors je crois qu'il y a une France que nous aimons. La France que nous aimons, c'est la France des Lumières, c'est la France de Montesquieu, c'est la France de Montaigne, c'est la France de Voltaire. Quand Voltaire dit « je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ferai tout pour que vous ayez la possibilité de vous exprimer ». C'est-à-dire signifie finalement qu'il faut respecter l'autre, qu'il faut respecter l'opinion de l'autre. C'est cette France-là que nous aimons. C'est cette France d'ouverture, c'est cette France de tolérance, c'est cette France de respect. Par contre, aujourd'hui, malheureusement, il y a une France d'extrémisme, d'extrême droite, avec Marine Le Pen, qui est en train de se développer et qui est une France raciste. Alors cette France-là, on ne l'aime pas. C'est une France qu'il faut abhorrer, c'est une France qu'il faut détester, parce que c'est une France qui est en train de tordre le cou aux principes fondateurs de la France civilisée, de la France humaniste, etc. Donc oui, il faut un ressaisissement de la France très rapidement, qui doit retourner à ses valeurs d'ouverture, à ses valeurs de respect, à ses valeurs de tolérance. Un peuple, un but, une nation, c'est l'emblème du Sénégal, mais cet emblème du Sénégal a été profondément marqué par la France, qui nous a enseigné à travers des gens comme Mohamedou Kane, comme Senghor, etc., qu'il faut que nous travaillions dans le sens de nous entre-aimer. Et ça, c'est important, accepter l'autre dans la différence et considérer que la différence doit permettre à la société de faire des bons en avant. Mais on ne peut pas soutenir une France qui dit non aux minorités, une France qui dit non aux Noirs, qui dit non aux Arabes, qui dit non à l'islam, et au nom simplement du fait que cette France-là est une France moins tolérante, une France raciste, avec les théories de l'extrême droite, notamment portées par Marine Le Pen, et ces théories sont en train de se développer de plus en plus. Si on voit aujourd'hui les scores que fait l'extrême droite dans les différentes élections en France, élections législatives, élections sénatoriales, élections présidentielles, le score devient de plus en plus important, c'est-à-dire que nous avons un peuple français de plus en plus raciste. Un peuple français qui est avec Charlie, qui dit « je suis Charlie », mais qui n'essaie pas de chercher derrière ce que Charlie a fait pour mériter ce qui lui arrive. En réalité, je crois que c'est un peuple français qui devrait être beaucoup plus juste, beaucoup plus équidistant, en se disant que je suis aligné sur les principes de la vérité et de la justice, de l'équité, qui consiste à dire simplement que nous n'avons pas le droit de faire tort à autrui en égratignant sa croyance et en égratignant son identité. Donc aujourd'hui, il faut que la France revienne à l'école du respect et à l'école de la tolérance, à l'école des valeurs justes. C'est seulement par cette voie-là que la France peut sortir de l'ornière dans laquelle elle est actuellement. Donc maintenant, quelle doit être la réaction appropriée du monde musulman pour mettre fin à la crise? Le monde musulman devrait rappeler ses principes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a nécessité de faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Le monde musulman doit rappeler ses principes. Les principes de l'islam sont des principes de respect, sont des principes d'ouverture, sont des principes d'humanisme. Une des sourates de l'islam déclare clairement que vous devez pratiquer votre religion en laissant l'autre pratiquer sa religion. Donc, qu'il ne doit pas y avoir de violence du tout. Le prophète Mahomet,
sallallahu alayhi wa sallam, a permis à des non-musulmans de tenir leur réunion dans sa mosquée. Donc il a fait l'objet de toutes les formes d'attaques, de toutes les formes d'insultes, etc. et il a toléré. Ça veut dire évidemment que la religion musulmane, dans son ensemble, dans ses principes fondateurs, est une religion de respect, c'est une religion de tolérance, c'est une religion de paix. La salutation dans l'islam, c'est l'expression de la paix. En conséquence, toutes ces valeurs-là, tous ces principes doivent être rappelés par les musulmans du monde entier, mais il doit y avoir aussi plus de solidarité entre les musulmans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que des fois, malheureusement, il y a violence interne entre musulmans, des mosquées qui sont saccagées par des musulmans, des prières qui sont interrompues par des musulmans qui sont attaqués par d'autres musulmans. Je crois qu'il faut faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui un bloc islamique fort, que tous les musulmans soient ensemble et tous les musulmans se battent autour de principes supérieurs dont ils sont porteurs et dont le monde aujourd'hui a besoin. Le monde souffre d'absence de principes et d'absence de valeurs. On le sait, aujourd'hui il y a une crise des idéologies et aujourd'hui l'islam peut constituer une véritable alternative à cette crise des valeurs dans le monde, mais il faut que les musulmans en soient conscients, qu'ils soient porteurs de ces valeurs et qu'ils soient porteurs de ces valeurs dans l'unité et non pas dans la division.